En Bourgogne-Franche-Comté, comme dans bien d'autres régions, les rames tractées disparaissent petit à petit pour laisser place à des engins automoteurs, ce qui provoque la mise au rebut de pas mal de matériel roulant, qu'il s'agisse de voitures corail ou des locomotives qui les tractaient. Parmi elles, il en est une qui ne passait pas inaperçue le long des voies, cette bébé appartenant à la série des 7200, la seule de sa famille à arborer une décoration rouge à une extrémité, jaune à l'autre. On l'apercevait quotidiennement sur l'axe Paris-Dijon-Lyon, sur lequel elle assurait des trains express régionaux. Alors que l'heure de la retraite a sonné pour elle au mois de septembre 2023, une association a tenté le tout pour le tout auprès de la SNCF et déposé un projet pour sa préservation, arguant de son caractère unique. Pari réussi pour la FCL, l'association ferroviaire de conservation de locomotives, qui l'accueille depuis dans son parc d'engins préservé. On la découvre en détail dans ce nouveau numéro. Bonjour et bienvenue dans l'Aiguillage. Ce reportage a été tourné lors des Journées européennes du patrimoine 2024, à l'occasion desquelles la BB 7321 a été présentée officiellement au public sur le site du dépôt de La Roche-Migène, où la FCL entretient des machines qu'elle préserve aux côtés de la 2D2 9135 qui a fait l'objet d'un précédent numéro sur cette chaîne. On retrouve à cette occasion Denis Redoutet, qui nous avait servi de guide pour cette visite, et qui va faire de même avec cette nouvelle pensionnaire. Cette machine a une particularité, c'est qu'elle a été la seule à revêtir cette décoration. Alors on aime, on n'aime pas, ça c'est autre chose, mais surnommée vanille fraise par les cheminots ou ketchup mayonnaise. Bon après voilà, il y a plusieurs choses. Basiquement c'est un capot rouge et un capot jaune, qui était une décoration, une des premières décorations du TER Bourgogne-Franche-Comté. Donc en engin tracté, tout ce qui est matériel automoteur, là encore, ce qu'on appelle les AGC, bénéficient encore d'une extrémité rouge, une extrémité jaune. Dans les engins comme ça tractés, avec rame corail par exemple, eh bien c'est la seule et unique qui a revêtu cette déco. À sa radiation, il a été jugé que c'était dommage, je dirais, de perdre justement cette unicité et puis de dire, voilà, la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est pas que du matériel automoteur, c'est aussi, bon, même s'il n'y en a plus aujourd'hui quasiment, mais des rames tractées. Et donc, on avait fait une demande, alors peut-être dans des délais très courts, pour tenter de la préserver, la mettre de côté en quelque sorte, qui a été validée à notre grande surprise, et donc on en est très heureux. Et on remercie surtout tout le monde, côté SNCF et côté région, de nous avoir aidés à mettre de côté cet engin pour la préserver, parce que justement, ça reste un exemplaire unique. Alors le numéro, on fait avec, 7321, c'est pas, on va dire, le meilleur numéro au niveau technique. C'est un engin qui avait quelques pannes lorsqu'elle roulait encore, mais bon, voilà, on fait avec. Le but, c'était de préserver la décoration. Et au-delà de son aspect visuel, techniquement, comme locomotive, elle représente forcément une génération beaucoup plus récente que la 2D2 qui est à côté. Qu'est-ce qu'elle avait apporté, elle, comme innovation par rapport aux autres Déjà, donc 7321, c'est la grande série, j'aurais tendance à dire. 7201, ça, c'est le premier numéro, jusqu'à la 7440, qui était plus une petite sous-série affectée au trafic sur la Maurienne, l'activité en vallée de Maurienne, mais quand même une grosse série représentative à la SNCF en 1500 volts. On reste sur du continu, donc sud-ouest, sud-est, bien entendu. Des engins quand même très puissants. À Thyristor, c'est une technologie plus moderne, bien entendu, mais surtout beaucoup plus puissante, avec un poids bien en deçà de ce qui se faisait à l'époque, puisqu'on est dans les 80 tonnes à peu près. Donc, somme toute, par rapport à la puissance qui est surnommée dans le langage un petit peu courant, les 4400 kilowatts. Voilà. Donc, il y a d'ailleurs des ouvrages qui sortent actuellement sur justement ces séries emblématiques de 4400 kilowatts, parce qu'elles ont démontré la technologie française quand même, qui était en avance dans beaucoup de domaines, et elles ont été déclinées, je dirais, pour tous les réseaux. Donc 7200 et consorts, eh bien, sur du 1500 volts pur, comme je l'ai dit, sud-est, sud-ouest. Il y a eu les fameuses 15 000 qui sont emblématiques, parce que quand on voit l'âge qu'elles ont, alors typiquement 25 000 volts, et puis les deux jumelés,
En cumulé, ça nous a donné les 22 200 qui, elles, étaient bicourants, bien entendu. Donc ces 3 séries ont marqué le chemin de fer en France au point de l'avoir même modifié pour se lancer dans l'avenir avec des engins plus modernes, plus économiques, moins lourds, etc., plus puissants, style les 26 000 ou les 36 000, même s'il n'y en a pas eu beaucoup, mais qui étaient très en avance sur leur temps. C'est ce qui a fait qu'on les a moins utilisés. Et puis, les séries qui suivent. Ça a aussi marqué, quelque part, au grand regret quand même des cheminots, eh bien, la fin des engins tractés, autonomes, puisque à partir de ces séries-là, après, on est passé sur de l'automoteur. Et sur cette grosse série de plus de 400 engins, qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a qui sont toujours en service? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été préservés, outre celle-ci? Alors, dans la série 7002, 7003, 7004, oui, il y a eu quand même quelques engins de préservés. Comparativement à d'autres séries, pas beaucoup, mais il faut le savoir qu'elles roulent encore. Ça, c'est pas négligeable. Il y a quand même près de 50% de la série qui a été amputée, donc avec des engins radiés, soit qui étaient arrivés en limite de parcours, soit, je dirais, de moindre besoin pour les trains SNCF, de par l'évolution du trafic, mais elles roulent encore. Elles sont encore en activité dans plusieurs dépôts titulaires. Et puis l'avantage, c'est que ça reste des engins fiables. Confort, fiable, puissant, pas très lourd, d'une maintenance avec un coût modéré par rapport à d'autres séries. Donc c'est ce qui explique aussi pourquoi, je dirais, de par leur âge néanmoins, parce que on atteint doucement, je dirais, les 30-40 ans pour la plupart, eh bien elles sont encore en service grâce à cela. Petit point technique, on s'est mis à l'abri parce qu'il commençait un peu à pleuvoir, mais on va continuer à pouvoir parler de cette locomotive. Alors puisque vous êtes installé à son poste de conduite, on retrouve un peu le même principe que sur la 2D2 tout à l'heure. C'est-à-dire il y a un cerclos, on passe toujours d'écran, mais il y a peut-être des choses déjà plus modernes. Voilà, on retrouve le même principe, dans le sens que la conduite, oui, effectivement, un manipulateur avec le cerclos en dessous pour la VACMA. Néanmoins, on est sur un pupitre uniformisé. Donc c'est un pupitre qui a été créé dans les années 70 à peu près, fin des années 70, qu'on va retrouver donc sur toutes ces séries. Donc les fameuses BB 4400, donc BB 15000, BB 7200, 22200, mais c'est un pupitre qui a été uniformisé, qu'on a retrouvé ensuite sur les Z2, qui ont équipé toutes les automotrices Z2. Pourquoi cette extension? Le but, c'était aussi de réduire les coûts de fabrication. À partir du moment où on a un pupitre uniformisé, sur lequel tous les appareillages sont réunis, donc ça va de la partie frein, de la partie électrique, suivi électrique, voltmètre, ampèremètre, etc. La conduite, l'indicateur de vitesse, les passages d'écran et notamment la vitesse, la VI, vitesse imposée, le tableau de commande pour faire le démarrage. Tous ces éléments, le fait de les réunir sur un élément mobile, mais qui peut être désolidarisé du reste pour, par exemple, faire de la maintenance ou le remplacer, eh bien, c'était un coût non négligeable, une conception peut-être qui a mis des années, mais qui permettait de réduire le coût de la maintenance derrière. Donc c'est un pupitre, on va dire, classique dans ce type d'engin. Au niveau conduite, bien entendu que ça diffère de la 2D2 dans le sens que la commande est sur la base de composants électroniques, des thyristors, etc. Chose qu'on n'a pas sur la 2D2 où on était encore purement sur de l'électromécanique. Mais le résultat, bien entendu, c'est de monter en puissance sur les moteurs pour les faire tourner plus vite et, bien entendu, rouler plus vite. La conception de base, c'est la même. C'est surtout la commande qui a énormément évolué grâce à la technologie, tout simplement, pour arriver à quelque chose qui était plus performant, avec des puissances supérieures. Parce que une 2D2, bien entendu, de par sa technologie, alors on dit c'était puissant, elle faisait 5500 chevaux à l'époque, mais comparé à un engin comme celui-ci, c'est rien du tout, c'est dérisoire. Bon, les 7200, ou la série 7200, était quand même d'origine affectée à 160 km/h. Certains engins étaient en capacité de rouler à 200. Il y a eu quelques trains, peut-être pas beaucoup, mais sur lesquels ça a été le cas. Il y a encore, par exemple, des 22 200 aujourd'hui qui sont affectés à l'infra et qui sont autorisés à rouler sur ligne TGV ou LGV et qui ont des vitesses supérieures à 200. Donc voilà, ce sont des engins, on pourrait dire, presque universels, avec leur extension dans les 3 tensions. Courant continu, 1500, courant alternatif, 25 000 volts, et bicourant. C'est ce qui en a fait justement un petit peu une machine dite universelle. Et en termes de puissance, alors celle-là, en nombre de chevaux, quelle était sa... Alors c'est du 4400 kW, donc ça doit faire du 8000 chevaux à peu près, si on veut comparer.
Voilà. Transcription, ça doit faire à peu près ça. Donc c'est un engin vraiment très très agréable. Pour le conducteur, bon, il y avait des petits plus, la cabine était plus insonorisée, donc déjà c'était moins bruyant. Au niveau confort thermique, c'est-à-dire aussi bien hiver-été, comparé à un engin qui était un vrai courant d'air, alors je pense au 2D2 bien entendu, mais d'autres séries, CC 7100, BB 9200, on ne peut pas dire que le confort thermique du conducteur était une notion primaire à l'époque. Ça passait en second plan, ce qui était peut-être normal à cette époque-là. Quand sont arrivés ces engins 7200, il est apparu quand même un besoin utile pour le conducteur d'être dans de meilleures conditions. Ça passe par ce fauteuil, bêtement. Hein, on est passé d'un strapontin, voire même à des selles de vélo dans les années 40, à un siège, somme toute, étudié avec un ergonomiste. Ça a été quand même les premiers engins qui ont eu la chance d'avoir quelqu'un qui a travaillé sur l'ergonomie du siège pour le confort, le positionnement, la hauteur, parce qu'on n'a pas tous malheureusement les mêmes tailles, etc. Ça a été une première aussi à ce niveau-là, faut pas l'oublier. Ça a été beaucoup des débats aussi à la SNCF de savoir si le conducteur ne devait pas rester debout pour être plus vigilant. Enfin, ça s'est posé beaucoup sur les locomotives à vapeur avant que les premières 141 arrivent avec la possibilité de s'asseoir. Et c'était pas forcément quelque chose de très bien vu. Voilà, c'était pas inné, je dirais au départ, de dire on veut privilégier le confort du conducteur, quel qu'il soit. Et il est effectif que sur les engins anciens, je pense à la 2D2 9100 pour l'avoir eu cette chance au titre de l'association de la conduire, eh bien on était mieux debout qu'assis sur un strapontin, faut être franc. De par déjà les mouvements de lacets, les secousses en fonction par exemple des appareils de voie, des courbes et autres, il était préférable de rester debout si on voulait pas même être éjecté du siège. Il est évident que sur une locomotive plus moderne comme ceci, le siège c'est un tout avec le pupitre, avec le confort de la cabine. Les engins étaient plus souples, les suspensions avaient aussi été étudiées pour supporter l'engin, mais aussi être moins agressif vis-à-vis de la voie. Donc c'est un ensemble de choses qui fait que oui, il faut pas le mettre de côté, le confort du conducteur, parce que paradoxalement il était tout seul. Il y avait plus d'aide conducteur, bien entendu, passait par cette, je dirais, recherche d'ergonomie, de travail pour faciliter son travail, que ce soit sur la fatigue ou que ce soit au quotidien sur les longs parcours. Leur terrain de jeu, à elle, c'était forcément le Alors le terrain de jeu, 7200, bien entendu 1500 volts, donc on reste cantonné, parce qu'on n'avait pas le choix, sur les deux réseaux principaux, XPLM et XPO, ou réseau sud-est et réseau sud-ouest. Il est évident qu'elles ont pris de suite à leur sortie la majorité des trains nobles sur ces deux grands réseaux, trains nobles qu'on surnommait souvent parce qu'ils avaient un nom. Alors ça va du Mistal, le Rhodanien, de l'autre côté l'Aquitaine, le Capitole, etc. Mais aussi sur de la desserte de trains annexes, c'est-à-dire des omnibus, mais aussi du fret. Beaucoup d'engins sur la série 7200, c'est notamment dans les tranches de numéros de la fin, c'est-à-dire 4410 à 7440, sont sortis d'usine d'office pour assurer des trains lourds, donc des trains fret, par exemple sur la vallée de Maurienne, avec y compris des machines en pouces. Donc ça, c'était des engins qui avaient été conçus de la sorte. Leur puissance le permettait, avec qui plus est un engin en pouces sur la vallée de Maurienne, entre Saint-Jean-de-Maurienne et Modane notamment, c'était assez facile à mettre en œuvre. C'est des engins qu'on a vus, j'aurais tendance à dire, sur tous les trains, sur tous les terrains de jeu 1500 volts, que ce soit les deux réseaux principaux, mais aussi les radiales, les transversales sud, quelques points frontières, hein, je pense Hendaye d'un côté, Hendaye-Irun, de l'autre côté Port-Bou, Cerbère notamment, et puis bien entendu Genève sur la petite portion 1500. Donc voilà, on les a vus et elles ont assuré des nombreux trains SNCF pendant des années sur tous ces parcours, sans exception. Alors maintenant qu'elle est entre les mains de l'AFCL, qu'est-ce que vous allez
envisager d'en faire, est-ce que vous voulez la... Alors le paradoxe, c'est que ça fait pas très longtemps qu'elle a été radiée, mais en même temps, il faut tout reprendre à zéro, la procédure, pour lui redonner des autorisations. La procédure, malheureusement, oui, c'est bon, le système et l'administration qui veut ça, on est obligé de repartir à zéro. Donc, un des souhaits, bien entendu, de la FCL, c'est... Alors, le premier, c'est de la remettre en état extérieur. Donc, on a déjà commencé sur les persiennes. 2 persiennes latérales qui sont en inox ont été totalement démontées, totalement décapées pour les remonter. Certains filtres remplacés. Et sinon, ceux qui étaient propres, on les a nettoyés, on les a remis. Ensuite, on va essayer de travailler sur la partie présentation des extrémités. On a pas mal d'écailles de peinture sur le capot couleur jaune, notamment. Le rouge a moins souffert. Peut-être de la qualité de peinture, tout simplement. Voilà, essayer de reprendre ces éléments-là. On a déjà remis quelques éléments qui étaient abîmés. Je pense à des petits feux rouges qui avaient cassé, donc on en a récupéré avec l'accord de la SNCF suite à une demande, et on les a remplacés. Bon, l'objectif à terme, ce serait bien entendu de lui redonner un agrément pour des circulations sur le réseau ferroviaire. Ça nécessite quand même plusieurs, je dirais, dossiers à mener de front. L'un qui concerne l'administratif, puisque ces engins, comme on l'a évoqué, contrairement à la 2D2, ils sont sous convention avec la SNCF. Donc, par principe, le propriétaire, c'est SNCF, et il confie ces engins, ou cet engin-là en particulier, à une association, chacun avec des obligations et des devoirs, c'est normal, qui concerne notamment la préservation dans le temps. Le but, c'est de marquer le patrimoine, de conserver au titre du patrimoine, de valoriser ce patrimoine. Par exemple, les JEP, ça en fait partie, Journée européenne du patrimoine. La phase circulation en tête d'un train, c'est quelque chose qui n'est pas demandé dans la Convention. La SNCF peut être partie prenante, mais c'est pas un souhait de sa part à la base. C'est plutôt un souhait là de l'association qui dit, avec nos partenaires, avec nos amis d'autres associations, on pourrait se grouper et assurer, pourquoi pas, un train touristique sur une circulation, j'invente, mais à La Roche-Dijon, par exemple, aller-retour, des choses comme ça. Un parcours assez typique, la rampe de Blaisy, quoi. Le tunnel de Blaisy, des choses que beaucoup de ferroviphiles, bien sûr, connaissent, mais bon, pourquoi pas. Donc ça nécessite quand même un travail de fond, d'accord administratif. Après, au niveau révision, c'est un engin, oui, qui nous a été confié dans un bon état, faut dire ce qui est. Il y avait peu de choses, bon, à part des petites bricoles à remettre par-ci par-là, mais il y avait peu de choses quand même qui manquaient. L'engin était au complet, je dois le reconnaître, donc ça, c'est pas négligeable. Donc ça nécessiterait peut-être en travaux, vraiment gros travaux de maintenance, pas énormément de choses. Il y aura des choses à faire, mais c'est pas ce point le plus, je dirais, le plus difficile. Ça va être surtout déjà l'administratif. Vous allez dire, la veille de sa radiation, elle roulait, le lendemain, elle roulait plus, et ça fait pas des années qu'elle est restée garée quelque part. Mais ça reste dans un de nos souhaits, dans les années à venir, je dis pas demain, mais après-demain, voilà, de dire, oui, on tente l'aventure, et de dire, on va essayer de demander, alors via ces démarches, eh bien, tout ce qui est en notre possibilité, pour lui redonner un agrément. Les agréments à la SNCF maintenant, en règle générale, selon les engins, mais pour cet engin, ce serait probablement le cas, c'est un agrément à 120 km/h. Comme un engin dit privé d'une entreprise ferroviaire, par exemple. Ce qui est déjà pas mal du train touristique. Donc voilà, ça c'est un de nos souhaits pour cette locomotive. Pour cette locomotive. Peut-être que pendant qu'on est là, on peut peut-être aller voir dans ses entrailles un petit peu ce qui caractérise justement ces séries. Vous avez parlé des transistors, peut-être qu'on montre à quoi ça ressemble. On va essayer de les voir. Ah. Bon, c'est étroit. Hein. Oui, ça c'est. Donc dans une 7200, 7300, 2 petits couloirs latéraux. Ces couloirs encadrent la partie compartiment moteur et électrique. Donc là, sur une 7200, les moteurs ils sont sous nos pieds puisqu'ils sont suspendus sur le bogie. On ne peut pas les voir, ou alors il faudrait aller à 4 pattes en dessous. Cette zone de couloir technique, eh bien, c'est principalement tout ce qui est thyristor, transfo, bien entendu, et puis convertisseur, pour tout ce qui est les équipements annexes, et bien entendu la ventilation, qui est un point primaire sur ce type d'engin, puisqu'à partir du moment où on a l'électricité, ça chauffe, et donc il faut le refroidir, donc on ventile. Donc on a un certain nombre d'éléments, ça en fait partie, de ventilateurs et de caissons, je dirais, protégés, sur lesquels il y a du 1500 volts, bien entendu, les parties fusibles et les parties transfo. Là, mon Schneider qu'on a derrière nous, avec tous les blocs compartiments électriques au centre.
Donc voilà les compartiments. Alors pourquoi c'est tout simplement protégé, fermé? Eh bien parce qu'on a des éléments nus dans lesquels il y a du 1500 volts qui peut circuler. Donc il est évident que tout ça, ça doit être protégé pour éviter tout risque pour le personnel, mais aussi le conducteur s'il avait besoin de venir faire un contrôle ou d'intervenir. Qu'est-ce que c'est, par exemple, là, qu'est-ce qu'on voit là? Ça, normalement, c'est le palpeur 1500 avec sa fermeture. Vous savez, l'élément mobile là qu'on voit là, qui vient s'enclencher pour fermer la partie disjoncteur, mais et les thyristors, ils sont derrière. C'est des éléments qu'on aperçoit derrière. Alors, le thyristor, même si c'est difficile à voir, qu'est-ce que ça apportait techniquement par rapport à ce qui se faisait auparavant? Eh bien, la nouveauté, c'est un thyristor permettait d'avoir un réglage au niveau de la demande pour alimenter les moteurs avec un équipement déjà plus moderne. Presque, c'est pas de l'électronique, mais enfin on n'en est pas loin. Et puis surtout d'avoir un équipement plus réduit au niveau taille, sans passer par des contacteurs à cam qui posaient de gros soucis ou rhéostatiques qui chauffaient beaucoup plus. Le thyristor a été un progrès dans le sens qu'il a réduit les contraintes de fonctionnement en ayant des équipements standards qui se mettaient dans des armoires internes et qui chauffaient beaucoup moins et dans lesquels on pouvait passer des puissances bien supérieures. Donc c'est sur ces points notamment que ça a été un progrès très impressionnant. Alors ce qu'on voit ici quand même, c'est que malgré le fait que ce soit une locomotive électrique, où souvent, dans les plus modernes, il n'y a plus grand chose parce que ça a été très réduit, là on s'aperçoit que tous ces équipements, et puis en plus elle n'est pas bicourant ou tricourant, donc en fait il n'y a pas tout un tas d'équipements, et pourtant ça prend beaucoup de place. Alors ça prend beaucoup de place, oui, faut savoir quand même qu'on a 4 moteurs en dessous, donc il faut quand même les alimenter, et puis il y a beaucoup je dirais toute la partie commande, entre le manipulateur qui est côté cabine de conduite, dans les deux cabines, toute la partie commande se fait dans ce compartiment au centre. La partie transfo en quelque sorte. Donc oui, ça prend de la place. C'est aussi, je dirais, ça a été étudié pour que ce soit bien plus accessible que certaines locomotives auparavant. Dans une CC 7100, le petit couloir latéral, fallait pas être épais pour y passer et aller intervenir sur tous les équipements. Alors dans une 2D2, c'est encore pire. On avait les engrenages qu'il fallait enjamber tous les 1 mètre. Voilà. Donc ce type d'engin a aussi été étudié de façon à faciliter la maintenance. Donc c'est-à-dire on a un bloc, on démonte le toit, et par le biais d'un palan, on peut prendre un bloc, le soulever et le désolidariser pour aller par exemple faire sa maintenance dans l'atelier. Contrairement aux autres locomotives qui avaient une vision totalement différente où on ne pouvait pas démonter l'engin. On enlevait les portes, les faces latérales qu'on démontait, qui étaient mobiles, et on intervenait comme ça. Les 7000, la série, on va dire, BB 4400 kW ont été étudiés aussi pour faciliter la maintenance par le biais de retrait d'éléments désolidarisés, mais qui eux étaient, si on les ramenait individuellement, étaient monoblocs. Donc il y avait une armoire thyristor, une armoire HT, une armoire fusible, et on pouvait démonter comme ça pour faciliter la maintenance. Ça a été aussi un point supplémentaire. Des couloirs je dirais un petit peu plus large, pas terrible mais un peu plus large. En hauteur, c'est plein de petites choses qui avaient été réfléchies comme ça. Et puis surtout, on le voit là dans mon dos, les persiennes de ventilation qui avaient été étudiées pour obtenir une ventilation bien meilleure que sur les engins anciens. Donc là, en l'occurrence, on a la partie filtration, bien entendu, le persiennage qui est à l'extérieur, qui est en inox, et puis la petite tamis en métal déployé ici qui permet de maintenir le filtre dans sa bonne position. L'idée, c'est d'éviter que les impuretés rentrent de l'extérieur ou qu'elles sortent à l'extérieur. Alors l'idée, fonctionne dans quel sens là? Il fonctionne, j'aurais tendance à dire, presque que dans les deux sens en quelque sorte. Mais le but, c'est de prendre de l'air de dehors, donc la filtrer par principe, pour amener de l'air frais, dit de l'air frais, pour les compartiments intérieurs, pour les refroidir. Voilà. Après, en été notamment, il est évident que certains éléments chauffaient, mais à ce moment-là, l'évacuation de cet air chaud s'effectuait sur le petit lanterneau, le petit caisson lanterneau qu'on avait sur le dessus
Par contre, on a sur le dessus, au-dessus de nos têtes, sur la partie toiture. C'est ce que l'on apercevait notamment dans les périodes de chaleur, en été, avec de la chaleur, mais qui était insufflée, tout le moins extrait, dans ce cas-là extrait, mais qui s'évacuait par le dessus. Et on prenait l'air frais au niveau des persiennes latérales. Et comme ça suffit pas, il y avait forcément ces gros ventilateurs qu'on a vu tout à l'heure. Le ventilateur était là pour forcer l'air frais, pour l'aspirer et bien le diffuser au bon endroit pour refroidir les bons éléments. Et c'est presque plus eux qui faisaient du bruit dans le moteur d'une locomotive électrique que le moteur lui-même. Voilà, quand on entend le bruit assez caractéristique qu'on entend, c'est le bruit du ventilateur. C'est le bruit du ventilateur. Parce que les moteurs, ils sont en dessous. Alors bien sûr qu'ils font du bruit, comme tout moteur électrique, tout groupe tournant. La seule chose, c'est qu'ils sont sur le bogie, donc suspendus. Et honnêtement, c'est pas ce bruit caractéristique qu'on a par exemple en cabine. Oui, et qu'on entend effectivement souvent quand la machine s'arrête et non pas quand elle est en plein effort. Donc c'est effectivement pas la traction qui produit le bruit, mais bien la... Voilà, c'est ça. Le parc de locomotives préservé par l'AFCL, qui n'a longtemps compté que la 2D2 9135 à l'origine de la création de l'association, s'enrichit donc petit à petit de nouvelles pièces. La BB 7321 a ainsi été rejointe par une troisième machine, la BB 88511, mais ça sera l'occasion d'un prochain numéro de ces rendez-vous du lundi. En attendant, je vous invite à voir ou revoir cet autre reportage réalisé sur le site de La Roche-Migène en compagnie de Denis Redoutet, consacré à la légendaire 2D2 9135.